Ce que j'ai compris, on vous a enlevé, on a tenté de bricoler des preuves pour vous inculper, on a tenté également de fomenter certaines preuves pour accuser des innocents, des noms que vous avez cités. On vous a demandé expressement de citer le général Jean-Marie Michel Mokoko, Monsieur Clément Mirassa, qui est le président de la Fédération de l'opposition congolaise. On vous a demandé de citer Monsieur Simon, le colonel Simon-Pierre Moussunda. Tout ça, c'était pour fomenter des preuves, pour accuser des innocents. Et cela n'a pas marché finalement. À la fin, on a tenté de vous empoisonner, comme pour vous éliminer. Vous pensez que, parce que la méthode utilisée nous rappelle un peu ce qui s'est passé avec Maître Hervé Malonga, si vous vous souvenez. C'était également en prison qu'on l'avait empoisonné. Il avait témoigné sur ça. Lui également, on lui a fait inhaler un chiffon, je crois, qui était ben voilà, imbibé d'un produit toxique. Et c'est partant de là que finalement, il tombera malade jusqu'à succomber. Et c'est ce qu'on Maître, a voulu. Oui. monsieur le journaliste, mais paix à son âme, à Maître Hervé Madonga. Et en tant que dirigeant des organisations de défense des droits de l'homme, nous sommes allés, Ebina, Washington et moi, à la maison d'arrêt rencontrer Maître Malonga de son vivant et Maître Ombessa. Moi, étant pharmacien biologiste, j'ai pris le risque. C'est moi qui ai fait la prise de sang à Maître Hervé Malonga. Et c'est moi qui ai fait parvenir en Belgique pour déceler qu'effectivement, Maître Malonga avait été empoisonné. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Droit de savoir. 11 mars 2021, 11 mars 2023, 2 ans, jour pour jour, le docteur Alexandre Ibakanzabana, coordonnateur de la plateforme congolaise des ONG, des droits humains et de la démocratie, membre de la coalition Tournons la page Congo, fut enlevé tôt le matin par les agents de la centrale d'intelligence et de la documentation, la CID, ex-DGST de Brazzaville, alors que le Congo était en pleine campagne électorale de la présidentielle du 21 mars 2021. Pourquoi son arrestation? Comment et que lui reprochait-on? C'est la séquence de l'histoire d'un vétéran de la liberté et des droits humains au Congo-Brazzaville que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour docteur et merci de nous faire encore cet honneur d'être avec nous sur TLR TV. Et bonjour, Monsieur Christian, mais c'est moi qui vous remercie de cette nouvelle opportunité que vous m'accordez en ce jour de triste anniversaire où j'ai été kidnappé par les sbires de la police politique, la ex-DGST. Apparemment, vous n'êtes plus à Brazzaville. Est-ce que le combat continue ou vous avez rendu les armes? La preuve en est que je suis dans ma tenue de prisonnier politique. Au fait, Ceux qui mais disaient, pourquoi cette tenue de prisonnier alors que vous êtes déjà hors mais prison? je suis sous liberté provisoire. Je suis sous liberté provisoire. Donc, à n'importe quel moment, le pouvoir peut manigancer une autre affaire pour me tomber dessus. Avec la gloire de mes ancêtres, méritants et bienveillants, et j'ai pu échapper à la mort. Alors tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que vous avez abdiqué ou bien vous continuez le combat pour la liberté et les droits humains? Mais le fait que je sois à votre télévision et que j'ai répondu favorablement, cela explique que le combat
ne pourra s'arrêter que le jour de ma mort. Parce que les stigmates de cette détention arbitraire et illégale sont en moi. Et baisser les bras, ça veut dire que je m'ignore. Or, je vis. Tant que l'on vit, le combat continue et continuera jusqu'à la victoire finale. D'entrée du jeu, je rappelais que vous avez été enlevé le 11 mars 2021, bien entendu, par les éléments de la centrale d'intelligence et de la documentation ex-DGST de Brazzaville. Peut-on revenir sur cette séquence, je sais, difficile, mais très important pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent? Question, évidemment, de faire comprendre au monde entier ce que c'est que le régime de Brazzaville. Pourquoi, comment ça s'est passé et pourquoi votre personne à vous? Et merci bien, Monsieur Perrin. Vous savez, l'histoire de notre pays est faite de violence. Depuis 1959 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de violence. Et à ce jour, je ne sais pas pourquoi j'avais été kidnappé et mis en détention pendant 4 mois et 3 jours. Me priver de liberté parce que on m'a jamais donné les preuves sur les faits de mon arrestation. Et Je sortais de chez moi. comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment vous avez enlevé et où? Je sortais de chez moi. Juste en face de chez moi, il y a un bistrot. Et ce véhicule était là depuis presque 1, 2 semaines. Mais comme moi, je me reprochais rien du tout. Connaissant la topographie du Congo avec les frontières poreuses, si je me reprochais quelque chose, mais je serais sorti du pays. Mais comme je ne me reprochais rien, j'ai dit, attendons de voir. Et ce jour-là, le 11 mars 2021, vers 9h du matin, 9h30, je sortais de chez moi et 3 individus sortent du véhicule qui était garé au bistrot. Et j'ai reconnu le lieutenant Roméo Okombi parce que j'ai déjà eu plusieurs fois à le rencontrer lorsque nous défendions les précédentes arrestations des militants des droits de l'homme. Donc, je le connaissais. Et il me dit, non, mais docteur, il y a le général qui veut vous parler. Je lui ai répondu, mais c'est pas comme ça. Si le général veut me parler, il m'envoie une convocation. Mais là, je vois que ce n'est pas ça. Ah Et non, lorsqu'il dit le général veut vous parler, c'est qui le général en question? mais leur directeur, ce doit être M. Obara. Philippe Obara? Mais oui. Et comme je ne voulais pas obtempérer, j'ai dit, vous n'avez aucun mandat, vous n'avez aucun document. Je ne peux pas venir avec vous. Et comme ils étaient 3, mais pendant 15 minutes, nous nous sommes échafourés. Et mais comme ils avaient les armes, ils avaient des PA et des PMK dans la voiture, mais ils ont pu me neutraliser et ils m'ont mis dans le véhicule et directement, ils m'ont conduit à leur direction, donc à la maison de Pierre, comme nous l'appelons. Et arrivé là-bas, après leur procédure de fouille et tout, bon, ils m'ont placé dans une cellule. Alors,
une cellule nauséabonde. Hein. Vous pouvez la décrire en quelques lignes? Mais il s'était plein de mousse dans le mur. Et j'étais sur le sol. Donc la nuit, et les cafards, et les souris, et les moustiques et me faisaient la fête. Et quand il pleuvait, comme cette zone était une zone de combat lors de la guerre du 5 juin, mais on ne pouvait pas dormir parce qu'il fallait se lever avec les ustensiles qu'on nous apportait à manger, mais mettre pour récupérer les eaux de pluie. Donc c'était C'était infernal. Donc, 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, assez vaste ou très exigu? non, 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 c'était assez large. Mais c'est qu'on j'étais à côté des toilettes et nauséabondes aussi. Et vraiment, c'était pitoyable. Vous êtes en train de nous décrire ici les cellules de l'AC à l'acide ou bien vous êtes déjà à la maison d'arrêt? Non, 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 ça c'est l'acide. Qui a informé les organisations de défense des droits de l'homme, vos partenaires à l'extérieur? Comment ça s'est passé? Mais puisque je disais que pendant 15 minutes, on a eu des échauffourées avec les trois policiers qui étaient venus me kidnapper. Donc, il y avait des jeunes, des gens du quartier qui ont assisté. Mais comme chez moi, le mur est assez élevé, et ceux qui étaient dans la parcelle ne pouvaient pas s'imaginer qu'il se passait un drame dehors. C'est lorsque les policiers m'ont embarqué qu'ils sont partis informer ma famille et ma famille a directement appelé les camarades des organisations de la société civile, en particulier Joey Washington et Bina et Trésor Nzila. Et c'est eux qui ont donné l'alerte au plan extérieur. Bon, puisque vous parlez déjà de l'enlèvement, ça veut dire que vous n'avez jamais été prévenu ou il n'y a jamais eu une convocation ou quelques signes qui pouvaient vous annoncer que quelque chose arrivait, bien que vous nous avez dit que vous pressentez déjà que quelque chose devait arriver. Mais est-ce que officiellement, vous avez reçu une convocation bien avant à laquelle vous Non, n'avez non, pas non. tempéré? J'ai pas reçu ni de convocation, ni par téléphone, ni par écrit, rien du tout. J'ai été pris comme ça, mais ça prouve la férocité du régime, les violations des droits constitutionnels dont tout citoyen devrait être protégé. Or, ils n'en font que à leur tête, c'est parce que ils se sentent puissants, parce qu'ils ont des armes, et nous n'avons que nos arguments et nos idées. C'est ça qui fait la différence. Oui, mais Et docteur, s'il vous plaît, pourquoi vous, vous avez été arrêté? mais c'est ce que je dis, jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Dans leurs locaux, ils ne nous ont rien dit du tout. Mais c'est 24 heures après qu'ils m'ont dit que j'étais accusé d'être un L'atteinte à fauteur, la sûreté, fauteur de troubles, d'atteinte à la sûreté de l'État et que je voulais perturber le processus électoral. Et donc, c'est 24 heures après, j'avais été kidnappé le 11 mars, le 12 mars. Le Tintin de la communication du gouvernement, qui soit dit en passant, c'est mon neveu, Mungala, c'est mon neveu.
Vous parlez de M. Thierry Mungala, c'est ça, le porte-parole du gouvernement congolais? Oui, c'est mon neveu. Et il a fait fi de la famille en écoutant les manigances du système auquel il appartient. Donc, il avait déclaré que si j'avais été pris et détenu, c'est parce qu'il y avait des preuves irréfutables. Et c'est à la suite de cette déclaration, 24 heures après, qu'on m'a menotté, on m'a mené chez moi. Et il y avait deux véhicules. Un véhicule, il y avait des policiers armés qui ont bloqué les ruelles adjacentes à mon domicile. Et ceux qui étaient en civil sont rentrés avec moi. C'est pour Et faire une ils ont, perquisition, c'est ça? pour une perquisition. Et c'est ça le drame de ce système. Lorsqu'on fait la perquisition, qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve des photos de Ange Diawara Bidje, de Matou Pampolo, Prosper, et de Jean-Baptiste Ikoko, comme Congolais. Et dirigeants étrangers, il y avait la photo de celui qui m'a toujours inspiré, Ernesto Che Guevara. Et une deuxième photo des étrangers, là où il y avait Fidel, Castro et Che. Moi, je leur ai dit, mais ça, ce sont des photos. Ce ne sont pas des preuves d'une déstabilisation d'un système politique. Cherchez les armes, cherchez les munitions, cherchez le grenade. Je suis parti soulever le matelas, j'ai ouvert les armoires et ils n'ont rien trouvé. Sinon, une vareuse militaire, vous savez que ceux qui ont étudié en France, nous avons l'habitude, et quand il commence à faire un peu frais, de nous procurer une vareuse militaire pour se protéger du froid. Et il y avait des documents du MNC Lumumba. Et c'était tout. Et quand on arrive là où commencent les interrogatoires à des heures indues, et moi je leur ai dit, moi je suis un homme âgé, si c'est pour venir me réveiller aux heures indues, je ne veux pas me lever. Les interrogations se passaient devant une femme qui est commandante, je ne sais pas son nom, comment on l'appelle, et il y avait aussi un autre officier qui est même musicien à l'époque de Roga Roga et de l'orchestre Roga Roga. Et, et à la fin aussi, il y avait un colonel qui venait m'interroger. Ils étaient donc trois officiers et il y avait des sous-officiers. Et il y avait le kidnappeur Roméo Okombi. Des questions Et bêtes. pendant que, oui, pendant que toutes ces auditions ont eu lieu, votre avocat était là? Mais non. Mais est-ce qu'il respecte la loi? Mais quand un gouvernement, un pouvoir est illégitime, il ne peut pas respecter la loi. La preuve en est qu'il venait à tout moment, quand bon leur semblait de venir réveiller les gens qui dormaient. Et moi, je leur ai dit qu'à mon âge, je ne tiens pas à passer sous ces tortures morales. Et en fin de compte, ils m'ont dit oui, docteur, il faut citer Jean-Marie Michel Mokoko, il faut citer Clément Mirassa, il faut citer, comment on appelle ça, et le colonel qui était en France, qui s'appelait à l'époque, je ne le connaissais pas, Moussunda. Moussunda, je pense, Pierre. Vous parlez du colonel Simon-Pierre Moussunda, c'est ça? Oui, oui, oui. Oh non, mais c'est eux, vous, non, nous, on veut seulement
que vous leur citez. Je dis, mais je ne le connais même pas. Attendez, je vais capituler. Donc, ils vous ont demandé de citer, c'est eux qui vous demandent donc de citer les noms que vous venez là de citer. Vous avez cité le général Jean-Marie Michel Mokoko, vous avez cité le colonel Simon-Pierre Moussunda et un autre nom que je n'ai pas bien retenu là. C'était qui le second? Et donc, il fallait citer ces personnes-là pour les incriminer, c'est ça, pour Pour dire que les incriminer. Moi, je leur ai dit, mais toutes ces personnes que vous citez, ils sont plus jeunes que moi. Et je suis suffisamment responsable pour ne pas citer les gens qui n'ont aucune mesure avec moi. Comme j'étais malade, vu mon âge, j'avais besoin de médicaments et j'ai demandé à ce que ma famille vienne me remettre des médicaments. Et le jour qu'on nous devait envoyer à la maison d'arrêt, arrivé chez le procureur, je ne sais même pas comment il s'appelle, au au Kongakala, je crois, Kongakala, vous voulez parler du au procureur au Kongakala, Kongakala. Oui. et on nous renvoie à la DG, à la, D, la DGST pour dire que non, qu'il y avait un nouveau élément d'enquête, que quelqu'un qui était venu, avait été arrêté à Pointe-Noire, devait être confronté à moi. Et on est donc reparti à la sécurité d'État. Et c'est là où le lendemain, en pleine nuit, il y avait coupure de courant quand on me met en face d'un monsieur. Et je lui pose la question, est-ce que vous me connaissez? Je m'appelle comment? Il dit que je m'appelle Alex. Je dis non, Alex, c'est mon prénom. Mon nom, c'est comment je m'appelle? Il ne connaissait même pas mon nom. Je dis, alors, vous voyez, donc quelqu'un avec qui je suis En complicité en pour atteinte à la sûreté de l'État connivence, et qui ne qui connaît ne pas connaissent votre pas nom. mon nom. Mais drôle de surveillance du territoire. Hein. Il ne connaît pas mon nom, mais je suis en intérêt avec lui pour une affaire aussi grave. Mais comme on n'a pas pu, d'abord c'était dans l'obscurité, il n'y avait pas de lumière. Donc moi, je ne pouvais pas le voir. Et lui ne pouvait pas me voir non plus. En fait, si Et j'ai bien compris, on était en train de vouloir créer des preuves ou fomenter des preuves pour inculper certaines personnes, c'est cela. voilà. Et Comme ça s'est toujours passé d'ailleurs sous le régime Sassou Nguesso, oui. Et beaucoup des Congolais ont péri comme ça. c'est dans leur méthode. Et face au refus que j'avais catégoriquement opposé, et ils étaient dans l'obligation d'aller me remettre dans la cellule où j'étais, parce que ça se passait de l'autre côté de la sûreté de l'État. Parce qu'il y a deux bâtiments dans deux parcelles et le directeur de la sécurité intérieure, c'est de l'autre côté de la rue et la direction générale, c'est de l'autre côté. Et on est venu me remettre. C'est pitoyable qu'on donne la gestion de la sécurité d'un État aux fanatiques et amateurs, parce que ce sont des amateurs. On a été mis à la disposition du procureur général qui nous a placés en détention provisoire. Alors là, c'était de la gymnastique. Hein. Lorsque nous sommes arrivés dans une arrogance qui caractérise ce pouvoir, les menaces verbales
fouillez les poches, allez, sortez. Ouais. Donc, on nous a fait des poches. On était deux à avoir un peu d'argent sur nous. Il y avait un Congolais français et qui avait des euros avec lui. Et moi, j'avais des CFA. Et on a pris. Mais comme il savait qu'on avait de l'argent, mais c'était une source de chantage chaque fois qu'il y avait quelque chose. Ah oui, oui, il faut payer tant. Et En le lendemain, prison, en prison, on vous demande de payer ah mais oui, mais c'est du racket. Ça m'a rappelé la mafia sicilienne. Hein. On vous invente des, 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 des affaires sans queue ni tête. Et le lendemain de notre arrivée, très tôt, vers 5h30, 6h, mais un groupe de délinquants, prisonniers, à la sorte des responsables de la maison d'arrêt, est rentré en vrac comme ça dans notre... Parce que quand nous sommes arrivés, on était tous les 5 dans une même cellule. Fouille, fouille, fouille. Ils pensaient qu'on avait dû cacher de l'argent et tout. Hier, on nous a fait les poches. On a déclaré ce qu'on avait. Mais vous venez ce matin pour déranger les gens. Pourquoi? Docteur Donc, Alex Ibakanzabana, c'est la même période où le jeune Chris Ndongi aussi avait été enlevé, c'est ça? mais Chris Nongui, on s'est retrouvé à la maison d'arrêt. Moi, je ne savais pas que lui aussi, il était à la sûreté d'État. C'est lorsque on partait à la maison d'arrêt que j'ai rencontré Chris Ndongi. Moi, j'étais le coordonnateur des organisations de la société civile de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Et lui, en tant que membre de RALBA, faisait partie de la coordination. Et donc, je le connaissais parce qu'on tenait des réunions ensemble. Vous avez dit que vous avez rencontré le jeune Chris Ndongi en prison. Est-ce que c'est le seul que vous avez rencontré? C'est le seul dont vous avez connaissance qui était en prison? Parce qu'on nous parle aussi des autres jeunes qui avaient été arrêtés depuis bien longtemps, toujours pour des raisons politiques, c'est-à-dire l'opinion, qui croupirait aujourd'hui en prison. Merci bien, M. Perrin. Effectivement, les gens à l'extérieur ne se rendent pas compte que le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Il y a beaucoup de détenus dont on ne parle pas. Et de tenue politique, parce que généralement, on nous parle seulement du général Jean-Marie Michel Mokoko, du député André Okombi Salissa, et C'est bon, là où voilà. je voulais en venir. C'est là Oui, où je voulais en venir. On ne parle que de Jean-Marie Michel Mokoko et de Okombi Salissa. Mais il y a beaucoup de prisonniers d'opinion, de prisonniers politiques, même si pour le gouvernement au Congo, il n'y a pas de prisonniers politiques ni de prisonniers d'opinion, ce qui est faux. Moi-même, j'en étais la preuve, puisque je suis toujours en liberté provisoire, ce qui est paradoxal. Donc, en prison, j'ai rencontré des jeunes du parti qui avaient été arrêtés en même temps que M. Boukadia. J'ai rencontré les jeunes qui avaient été arrêtés pour l'affaire de Ntsuru, les jeunes qui avaient été arrêtés lors de l'embastillement de Maître Mbemba Martin. J'ai rencontré
des jeunes Tsiloulou, ceux qui avaient tourné le dos en Toumi. J'ai rencontré des jeunes qui sont sans jugement et qui n'ont jamais été présentés à un juge. Comme les jeunes qu'on avait arrêtés à Makabana, ces jeunes sont en prison. Il y a aussi des officiers et des sous-officiers de l'armée comme de la police qui n'ont pas voulu se mettre au pas pour des missions scrabeuses et qui sont détenus illégalement et qui n'ont jamais été présentés à un juge. Donc, nos prisons sont devenues des cimetières à ciel ouvert. Et c'est à cause de cela que nous devons vaincre la peur afin d'avoir une alternance politique et un changement de système politique. Alors, donc, Et vous êtes sorti de prison sans avoir été notifié de quoi que ce soit, sans qu'on vous dise, bien entendu, pourquoi on vous a gardé tout ce temps-là. non, on nous a dit que c'était atteinte à la sécurité de l'État. Mais moi, j'ai dit, mais il faut qu'il y ait des preuves. Puisqu'on écoute la radio là-bas en prison, moi, je leur ai dit, mais votre ministre Perroquet a dit qu'il y avait des preuves irréfutables. On est parti perquisitionner chez moi, on a trouvé que des photos de Diawara, de Ikoko, de Matumba, de Fidel et de Tché. Mais je ne savais pas que tous ils sont morts, que j'avais un pouvoir de ressusciter des morts pour qu'ils puissent m'accompagner dans la déstabilisation de votre système. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand vous Donc, êtes sorti de prison, vous êtes allé voir Thierry Mungala pour lui poser la question, lui qui savait qu'il y avait des preuves, et vous en a plus parlé? Thierry Mungala, c'est mon neveu. C'est pas à moi d'aller voir Thierry Mungala. C'est le neveu qui vient voir l'oncle. Parce que sa maman, c'est ma soeur. En Afrique, il n'y a pas de cousine. Dans notre culture, c'est la soeur. La maman de sa maman, c'est la soeur à ma mère. Donc, si j'ai bien compris, docteur, Thierry Mungala avait fait le choix de comploter contre votre personne parce qu'évidemment, vous pouviez aussi perdre votre vie. C'est ce que nous apprenions lorsque vous êtes sorti de là. Vous êtes sorti intact, c'est ça? Rien ne vous est arrivé, rien n'a été intenté contre vous. Et, pardon, je n'ai pas bien entendu. Je posais la question de savoir, lorsque vous êtes sorti de prison, vous êtes sorti intact, rien à signaler, tel que vous étiez entré, vous êtes sorti et puis bon, il n'y a pas eu une tentative de quoi que ce soit contre vous. On a voulu faire impliquer pour ce qui était à l'extérieur et Colin Makaya. On a voulu faire impliquer Ebina. On a voulu faire impliquer Mirafa aussi. On dit que c'est eux, c'est eux. Je dis, mais oh, tous, ils sont plus jeunes que moi. Donc, ils ne peuvent pas influencer sur ma conscience. Je suis suffisamment responsable pour reconnaître ou non les faits qui me sont reprochés. Or là, vous avez tapé à côté. Oh, mais oui, parmi les questions, mais oui, vous avez participé à l'activité des partis politiques et qui s'étaient tenus à, à l'hôtel des évêques à la cathédrale. Je dis, mais oui, mais je suis citoyen congolais. Lorsqu'on m'appelle à une manifestation, mais je vais. Je ne refuse pas. Mais oui, vous avez pris la parole. J'ai dit, et alors? Parce qu'il n'y a pas la liberté d'expression dans notre pays reconnue par la Constitution.
Je leur ai fait comprendre qu'ils tapaient à côté, que moi, je n'étais pas la personne à intimider. En un mot, si Et j'ai bien compris, docteur, c'est une façon pour eux de faire taire tout le monde. C'est cela, parce que les personnes que vous citez là, Clément Mirassin, vous citez Joe Washington Ebina et d'autres, en fait, c'est des personnes beaucoup plus en vue, hein, des gens qui prennent la parole toutes les fois qu'il y a une situation au Congo-Brazzaville. Et donc là, je semble comprendre que leur but, sinon, évidemment, l'objectif visé, c'est de faire taire tout le monde. Parce que même quand vous avez pris la parole à une réunion politique ou une réunion, les membres, sinon les acteurs de la société civile, ça semble poser problème pour eux, c'est cela. oui, mais c'est que pendant les interrogatoires au niveau de la police politique, c'est là où je découvre le colonel Moussuna. Ils ont fait un montage photo où ils me mettaient avec les. Ils m'ont inclus dans une photo de dame de la diaspora que je ne connaissais pas. Donc Moi, un je leur ai dit, mais, photomontage, alors. j'ai dit, mais ça, c'est un montage. Il dit, mais vous oubliez que moi, je suis responsable des organisations de défense des droits de l'homme. J'ai suivi des formations en France, en Belgique et en Hollande. Et je sais comment est-ce que les services travaillent pour incriminer les gens. Moi, ces gens-là, je ne les connais pas. Elle a dit, si, vous connaissez le colonel, là, vous le connaissez. Moi, je ne le connais pas. S'il est colonel ou pas colonel, s'il est maréchal ou pas maréchal, je ne le connais pas. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à. Un membre du M22. Alors, mais Voilà. vous nous disiez évidemment que vous avez échappé à un empoisonnement. Il y a eu une tentative d'empoisonnement, c'est ça? Vous pouvez nous S'il en vous parler? plaît, me séparer. Pendant que on me faisait les interrogatoires par la dame commandant et tout son groupe, moi, je ne savais pas que mon téléphone était utilisé par les services. Et j'entends sonner le téléphone, mon téléphone avec la musique, parce que je connais. Et comme le téléphone était sur le bureau de la dame commandant, je vois apparaître la photo de ma fille. Mais je dis, mais c'est ma fille, c'est mon téléphone qui sonne. Donc, depuis un mois que je suis ici, vous utilisez mon téléphone pour avoir des fausses preuves, de vous manipuler mon téléphone. Ah, mais ils étaient gênés. Donc, c'est pour dire que ils n'ont même pas les connaissances tactiques. Ce sont des médiocres. Il faut savoir faire les choses et il faut être bien formé. Et je me demande s'ils ont été vraiment formés pour ce genre de travail, pour animer ce genre de service. Alors, une tentative d'assassinat, comment ça s'est passé? On a voulu vous empoisonner, c'est ce que j'ai cru entendre des gens. Mais lorsque, au niveau de la police politique, les interrogatoires n'ont rien donné, et c'est là où je dois signaler le caractère non indépendant de notre justice. Parce que le lieutenant qui m'avait kidnappé, qui avait assisté à mes interrogatoires à la DGST, à la ex-DGST, et qui savait donc qu'il n'y avait rien à me reprocher d'un point de vue de preuves irréfutables dont parlait le ministre Zinzin, qui est mon neveu. Et il fallait donc chercher à m'éliminer. Comment est-ce que lui, il travaillant au renseignement, savait que tel jour, je devais être entendu et qu'à telle heure, les interrogatoires étaient terminés et que je rentrais maintenant
à la maison d'arrêt en cellule. Mais c'est qu'ils avaient été informés. Et quand je sors, comme il n'y avait pas de gendarme disponible pour me conduire au niveau du poste de gendarmerie de la prison, du tribunal, pardon, donc il y avait un procureur qui m'accompagnait avec mon avocat, Maître Ibwanga. Donc, à la sortie du sous-sol, là où on m'interrogeait, c'est le fameux lieutenant Roméo qui vient en courant. C'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Le docteur, c'est mon grand frère, je dois lui dire bonjour. Le même Roméo au combi qui est Oui, venu vous enlever là. oui. Et là, vous devenez son grand frère. Et il me tend la main et par un réflexe de son regard, moi, je ne lui ai pas tendu la main. Devant mon avocat, devant un procureur, il y avait les responsables des organisations de la société civile, il y avait Ina qui était là, il y avait Trésor Zila aussi qui était là, et il y avait aussi ma famille. Alors, gêné que je ne lui ai pas tendu la main, après avoir attendu, il est parti en courant à l'extérieur du couloir du palais de justice. Et il est parti, il a ouvert la portière de sa voiture, il a ouvert le coffre à gants. Mais après, nous ne pouvait pas voir de là où nous étions. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est lorsqu'il est revenu, 15 minutes après, que l'officier de permanence de la gendarmerie lui dira, mais vous ne travaillez pas ici. Du moment que vous avez déféré quelqu'un chez le procureur, mais vous n'avez plus le droit de venir ici. Donc, vous venez faire vos problèmes ici pour que ça retombe sur nous. Voilà comment. Pardon docteur, vous venez faire vos problèmes ici pour que ça retombe sur nous. Les problèmes supposés des crimes, c'est cela. Ah oui, Pour que ça retombe sur eux. mais puisqu'il voulait me serrer la main, s'il voulait me serrer la main, c'était après que je me suis rendu compte qu'il avait un produit à la main pour me dire bonjour et le seul contact d'une minute suffisait pour que lui, il reparte dans sa voiture, allait Pour mettre l'antidote. l'antidote. Et ça n'a pas marché pour lui, malheureusement. Hein? C'est vraiment le baiser de Judas. Mais c'est quand même curieux ce que j'apprends aujourd'hui. Vous avez passé, vous avez dit, près de 4 mois en prison et vous êtes sorti de là sans 4 mois, 3 jours. 4 mois et 3 jours. Et jusqu'à la fin, finalement, on n'a rien trouvé en vous et on vous a libéré, une liberté provisoire. C'est bien cela. Mais ils étaient gênés parce que la perquisition n'a rien donné. La fameuse confrontation avec le gars qu'on avait arrêté à Pointe-Noire, ça s'est passé la nuit, sous l'obscurité. Ça n'a rien donné. Et face, ça il faut que je les remercie, face à la mobilisation des organisations de la société civile interne du Congo, face à la mobilisation des organisations de la société civile de l'extérieur, face à la mobilisation de mes enfants qui ont créé des comités de soutien en France, en Allemagne, en Roumanie, les comités de soutien dans les différentes diasporas aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Italie, ont fait que le pouvoir acculé ne pouvait plus me garder, ni moi, ni Chris Ndongi, parce que nous étions les deux détenus les plus en vue. Ils étaient donc dans l'obligation et la De vous pression. relâcher donc. Alors, évidemment, ce que j'ai compris, on vous a enlevé, on a tenté
de bricoler des preuves pour vous inculper. On a tenté également de fomenter certaines preuves pour accuser des innocents, les noms que vous avez cités. On vous a demandé expressement de citer le général Jean-Marie Michel Mokoko, Monsieur Clément Mirassa, qui est le président de la Fédération de l'opposition congolaise. On vous a demandé de citer Monsieur Simon, le colonel Simon-Pierre Moussunda. Tout ça, c'était pour fomenter des preuves, pour accuser des innocents. Et cela n'a pas marché finalement. À la fin, on a tenté de vous empoisonner, comme pour vous éliminer. Vous pensez que, parce que la méthode utilisée nous rappelle un peu ce qui s'est passé avec Maître Hervé Malonga, si vous vous souvenez. C'était également en prison qu'on l'avait empoisonné. Il avait témoigné sur ça. Lui également, on lui a fait inhaler un chiffon, je crois, qui était ben voilà, imbibé d'un produit toxique. Et c'est partant de là que finalement, il tombera malade jusqu'à succomber. Et c'est ce qu'on a voulu. Maître, Oui, monsieur le journaliste, mais paix à son âme, à Maître Hervé Malonga. Et en tant que dirigeant des organisations de défense des droits de l'homme, nous sommes allés, Bina, Washington et moi, à la maison d'arrêt, rencontrer Maître Malonga de son vivant et Maître Ombessa. Moi, étant pharmacien biologiste, j'ai pris le risque. C'est moi qui ai fait la prise de sang à Maître Hervé Malonga. Et c'est moi qui ai fait parvenir en Belgique pour déceler qu'effectivement, Maître Malonga avait été empoisonné. Donc, c'est pour dire la cruauté de ce système. Et qu'est-ce que vous voulez? En c'est prison, dommage. comme à la DGST, il se passe des violations que ceux qui sont à l'extérieur ou qui n'ont jamais fait l'expérience de ces endroits ne peuvent pas s'imaginer. Évidemment, comme vous l'avez signalé dès le départ, l'histoire du Congo est une histoire faite de violence et de crimes atroces, il faut le dire comme ça. Alors, docteur, nous allons donc à la fin de cette émission et à l'heure où nous sommes en train donc de produire cette émission avec vous, une information vient de tomber sur la table de notre rédaction. Il s'agit d'une réunion qui se tiendrait à Oyo, où, après la déconvenue infligée à Denis Sassou Nguesso par le président français Emmanuel Macron, Sassou planifierait une série d'arrestations arbitraires des opposants politiques congolais qu'il accuse d'être à l'origine de cette mésaventure pour avoir sali son image à l'étranger à travers une communication intense sur la toile. Et on nous cite quelques noms déjà qui sont donc listés. Et parmi ces noms, il y a évidemment, bon voilà, je préfère ne pas citer les noms parce que jusque-là, il nous faut d'abord aller jusqu'au bout de cette enquête, de cette investigation. Alors, on va peut-être vous poser une question, quelque chose à dire, un petit mot sur évidemment la visite éclair du président français Emmanuel Macron à Brazzaville. Tout le monde sait comment est-ce que M. Sassou est arrivé au pouvoir, soutenu par l'oligarchie française au pouvoir. Pas C'est par toujours le bien de peuple le français. rappeler à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, parce que ceux qui nous suivent aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui nous ont suivis hier ou avant-hier, ou qui connaissent l'histoire du Congo. C'est toujours bien de rappeler un certain nombre de faits. Ce n'est un secret pour personne. M. Chirac, de son vivant, je ne dirais pas paix à son âme, il a reconnu avoir aidé
M. Denis Sassou a réussi son coup d'État en faisant intervenir les troupes angolaises. Et nous étions à Brazzaville pendant la guerre de 5 juin. Il y avait des militaires français de la DGCE qui étaient là. Il y avait des Libyens. Il y avait des agents de l'ex-armée de Ex-phase. Mobutu. Il y avait des Rwandais. Il y avait des Tchadiens. Il y avait des Centrafricains. Il y avait des Ouest-Africains. Donc, ce n'est un secret pour personne que Sassou est revenu au pouvoir avec l'aide de la France-Afrique. Donc, c'est normal que par rapport au droit de réserve que j'ai de maintenir une responsabilité morale vis-à-vis d'abord de moi-même, pour ma propre sécurité. Parce que vous savez très bien que le régime de Brazzaville a envoyé des hommes et des femmes ici en France pour faire la peau à certains qu'on considère comme être opposants au régime. Or, moi, je suis responsable des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile n'ont pas pour mission de remplacer ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes la veille de la société. Nous dénonçons lorsqu'il y a des violations. Nous dénonçons lorsqu'il y a des crimes. Nous dénonçons lorsqu'il y a pillage des ressources de notre pays. Et cette attitude fait que je me réserve un certain droit lorsque je considère que la question peut m'amener à des interrogatoires de l'autre côté. Je vous comprends parfaitement, docteur Alex Ibaka-Nzabana. Alors, tout à l'heure, je disais, une réunion se tiendrait donc à Oyo, où, d'après nos sources, Denis Sassou Nguesso, je l'ai dit tout à l'heure, planifierait l'arrestation de certains opposants, mais aussi des acteurs de la société civile qu'il accuse d'avoir terni son image, sinon l'image de son régime au niveau de l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Lorsque l'oligarchie bureaucratique, militaire, tribale, qui est devenue clanique et familiale autour d'un seul individu qui s'appelle M. Denis Sassou, mais la peur les pénètre. Il faut arrêter tous ceux qui peuvent constituer un danger de mobilisation, un danger de conscientisation des citoyens. Et ça ne m'étonne pas. Et qu'on cite aussi des probables futures victimes de la société civile. Donc, c'est malheureux pour notre pays. Et C'est malheureux pour notre pays, docteur Alex Ibaka-Nzabana. Nous sommes finalement à la fin de cette émission. Je vais vous laisser quelques secondes pour conclure, et bien notamment en ce qui concerne bien sûr le deuxième anniversaire de votre arrestation, puisque c'est aujourd'hui, 11 mars, bien entendu, et ce fut un 11 mars 2021 que vous aviez été enlevé, comme vous l'avez expliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de cette émission? ça fait 1 an et demi que je suis en exil forcé en France. Je n'ai jamais tenté l'approche communicationnelle que je fais depuis le 22 février passé,
Et je considère que les conditions dans lesquelles je suis arrivé en France, j'étais malade. Maintenant que je récupère ma santé et que je peux m'exprimer, je peux et je dois parler. Je tenais d'abord à remercier tous les militants, tous les responsables des organisations de la société civile de l'intérieur du pays, les organisations de la société civile des diasporas congolaises de France, de l'Amérique, du Canada, de l'Allemagne, d'Italie et de la Grande-Bretagne, ainsi que les organisations françaises, Survie, la FIDH, Agir ensemble, Tournons la page internationale et j'en passe pour le soutien et la solidarité manifeste qu'ils ont eue à mon égard. Et c'est cette solidarité, c'est cette manifestation de soutien qui a fait que j'ai pu recouvrer la liberté provisoire, je dis bien, le 14 juillet. Et symboliquement, le 14 juillet, c'est la fête nationale de France, la liberté, l'égalité et la fraternité. Si cette égalité, cette liberté, cette fraternité est pour le peuple de France, mais elle doit aussi être pour les peuples africains et pour les peuples congolais. La liberté, elle est universelle. La fraternité, elle est universelle et l'égalité aussi doit être universelle. Je remercie donc toutes les personnes, toutes les organisations qui se sont mobilisées par les soutiens multiformes qu'ils ont eu à avoir, non seulement à mon endroit, mais à l'endroit de mes compagnons de fortune co-détenus, parce que ce soutien a beaucoup joué en faveur de notre élargissement. Le deuxième point, c'est que je dois dire à mes confrères, à mes concitoyens, la peur n'a jamais résolu quelque chose. Les Congolais doivent s'affranchir de la peur, faire ce que nous, à l'époque, on était jeunes, on avait déjà 18 ans, on a fait le 13, 14 et 15 août, c'est-à-dire nous débarrasser de l'oligarchie bureaucratique, militaire, tribale, qui est devenue clanique et familiale autour d'un individu qui s'appelle Denis Sassou. Sans dignité, on n'est rien. Et comme je l'ai dit au début, je me suis engagé dans ce combat à cause de ma formation. Parce que les gens pensent que ceux qui sont dans le combat pour libérer le pays, ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Ce sont des gens qui cherchent du travail. Mais non, je suis pharmacien biologiste. J'ai travaillé et en France. J'ai travaillé et au Congo jusqu'à ma retraite. Je suis militant depuis le jeune âge à l'Union de la jeunesse catholique, à l'Union après de la jeunesse congolaise, UJC avec les Matou Pampolo et les Matika, à l'ASCO avec les Diawara, les Ange Edouard Pungi, les Mberi et les Mantelo, à la Gémenaire Défense civile. Et c'est avec fierté que je revendique
mon appartenance militante. Bienvenue sera la mort, pourvu que nos armes, que les bras patriotiques se tendent pour prendre nos armes. Quand je dis armes, ce n'est pas seulement les fusils. Les armes peuvent être des armes politiques, des armes sociales, des armes économiques pour continuer la lutte jusqu'à la victoire finale. Je vous en prie, docteur Alex Ibakanzavana, merci donc d'avoir répondu à nos questions et merci de nous avoir encore visités aujourd'hui. Grand merci de votre disponibilité pour cette interview. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et comme d'habitude, je vais Merci. C'est vous moi qui prier. vous remercie, M. Perrin. Je vous en prie. Alors donc, likez, partagez nos émissions pour nous aider évidemment à parfaire notre référencement, mais aussi à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Des petits gestes, je vous le rappellerai tout le temps, qui sont très nécessaires pour nous pour continuer à vous informer. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. On se retrouve très prochainement. Merci.